Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Est-ce possible? Aujourd'hui, on va parler du no-code. Alors le no-code, c'est pas seulement un super mot-clé qu'on peut sortir dans des réunions ou dans des dîners en ville pour avoir l'air intelligent, c'est un ensemble d'outils qui permettent de faire des choses assez incroyables. Et pour ça, j'ai invité un expert du no-code, Monsieur Pierre Simondet. Pierre, on se connaît depuis un certain nombre d'années maintenant et on a bossé ensemble à plusieurs reprises et tu as lancé Coreo il y a quelques années, qui est une agence qui construit des solutions no-code pour les cabinets de conseil. Et donc forcément, le no-code, tu vis avec tous les jours. Et aujourd'hui, on est encore, et sans doute pour un certain temps, dans un moment où on met de l'IA à toutes les sauces. On a l'impression que l'IA remplace tout et tout le monde. Et justement, pour le coup, est-ce que sur le sujet du no-code, l'IA rend le no-code has-been, comme on a un peu l'impression que c'est le cas? Salut Guillaume, merci pour l'invitation. J'ai l'impression qu'on mélange un peu tout en fait. On a tendance à mélanger no-code et IA alors que c'est pas du tout la même chose, dans le sens où l'IA va te permettre assez souvent de réfléchir à ta place, alors que le no-code ce sont des outils qui vont te permettre de construire des solutions que tu as toi-même imaginées sans avoir forcément des compétences de développeur au départ. Donc pour l'instant, les deux fonctionnent assez bien ensemble, dans le sens où tu peux plugger de l'IA sur des outils no-code que tu as montés. Tu peux te servir de l'IA pour développer plus vite si tu as besoin en no-code. Pour l'instant, en tout cas, ce sont deux choses complémentaires. Ouais, c'est-à-dire que jusqu'à ce que les LLM inventent l'ensemble des outils pour tout remplacer, quoi. Voilà. Ouais. Et effectivement, on voit tous pour les utilisateurs, alors vraiment un peu débutants comme moi, des outils comme Notion qui ont mis du Notion IA, ils mettent de l'IA à toutes les sauces, ce qui fait que c'est plutôt complémentaire. Pour l'instant, c'est complémentaire. Ça permet à chaque fois en fait de gagner du temps, mais ça enlève pas encore la logique qu'on doit avoir quand on fait du développement du no-code, qui est la logique d'un développeur classique, qui est de savoir construire des cheminements conditionnels pour arriver à un résultat et pour arriver à un traitement de la donnée. Et du coup, je disais en introduction que le no-code, pour beaucoup de gens, c'est un espèce de mot-clé un petit peu magique. Comment tu définirais réellement ce que c'est que le no-code? Alors, pour moi, le no-code, ce sont des interfaces de programmation visuelle. Donc, ce sont des interfaces qui vont te permettre de monter des produits digitaux sans avoir des compétences de dev au départ. Ça fait en fait que le no-code, ça existe depuis pas mal de temps, vu que si tu regardes les WordPress, les Squarespace, les Strikingly, ça te permettait, dès les années 2010, de monter des sites internet sans avoir des compétences de développeur au départ, à l'origine. Sans savoir vraiment coder tel qu'on imagine le développeur coder avec des lignes de commande, quoi. Voilà, et sans avoir à gérer toute la partie hébergement, se connecter, prendre des serveurs sur OVH pour héberger ton site internet, tes certificats de sécurité SSL. Donc, tu avais une première partie, tu avais enlevé cette complexité-là à l'époque. Là où le no-code va commencer à changer bien la donne, c'est que maintenant, ça te permet de monter des logiciels, en fait, des SaaS complets, c'est-à-dire qui peuvent vraiment faire des logiciels de gestion complets. Ouais, là où à l'époque c'était un peu, pour avoir un peu touché à WordPress, plutôt que du front-end, pas trop du back-end, et aujourd'hui en fait tout l'ensemble des briques technologiques sont accessibles en no-code. C'est ça en fait, en tout cas en ce moment sur les outils no-code, tu as deux grandes familles, tu as des outils de back et des outils de front, en sachant que chacun se spécialise sur sa partie. Donc au niveau du front, ça va être des outils qui vont te permettre de monter une interface, l'interface que tu veux au pixel près, donc exactement comme si tu étais un développeur front. Et au niveau du back, tu vas avoir des outils qui vont permettre à la fois de stocker ta donnée de la manière, dans les règles de l'art, et de l'appeler en construisant des logiques via des calls API, en fait, c'est jamais que des formules Excel poussées puissance 10. Et surtout accessible à tout le monde. Je pense que c'est ça qu'on a comme idée. Mais toi qui connais la réalité, c'est à la fois accessible, mais il faut quand même travailler et concevoir. Je pense que ça sera un gros sujet de justement comment on conçoit sur le papier. Alors, ça rend accessible le code à tout le monde virtuellement.
Mais je crois que il faut être un peu bricoleur dans l'âme. Alors moi, je te connais, je sais que t'aimes bricoler, que t'as retapé ton appart, une maison et que t'as une vraie appétence pour ça. Du coup, comment s'est passée ta rencontre avec les outils de no-code? Un peu, c'est pour ça que je parle de bricoleur. Comment est-ce que tu as découvert ce magnifique établi d'outils dans ta vie professionnelle? Et ben en fait, c'est comme ma rencontre avec la perceuse. C'est que j'avais un besoin au départ qui était pour la perceuse de faire un trou. Là, j'avais un besoin dans une boîte qui était d'essayer de rationaliser un peu tous les outils qu'il y avait parce qu'il y avait plein de SaaS ensemble, parce qu'à chaque fois quand on vend un SaaS, c'est un outil magique, parce que tout le monde a déjà réfléchi à tes problèmes et donc tu n'as plus besoin d'y penser. Et au final, on s'était retrouvé avec un gloubi-boulga d'outils utilisés chacun à 10% de leur capacité avec des licences qui coûtaient un bras et qui étaient bien sûr sur des licences annuelles. Bien sûr. Et donc j'ai eu un cas d'usage assez sympa et je suis parti sur un Notion au départ, rien d'extraordinaire, juste avec des bases de données liées, ce qui m'a fait apprendre la logique des bases de données liées. Après, quand je suis arrivé un peu au bout de ce que je pouvais faire, je suis passé sur un Airtable avec un stacker. Et après, je suis passé sur des outils, on va dire, un peu plus qui ressemblent plus en fait à du développement classique, qui m'ont permis de faire en fait tout ce que je voulais faire. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a quand même une notion de progressivité. Je pense que pour les néophytes ou les, comment dire, j'ai envie de dire débiles mentaux comme moi, mais le Notion, ça donne un bon premier aperçu, mais quand même assez rapidement, ça permet pas de tout faire, en partie parce que c'est un peu le back et le front en même temps, mélangé, super bien, mais voilà, mais quand même limité. Et ensuite, tu passes à Airtable, et ensuite, tu passes à WeWeb, et ensuite, et en fait, tu te rapproches du vrai développement, mais en étant toujours dans les outils d'interfacing et de connectivité. Mais par exemple, si tu dois présenter une des applications que tu as réalisées pour ce cabinet de chasseurs de tête dans lequel tu bossais et pour lequel tu continues à travailler, quel est ce qui m'intéresse, c'est de savoir, on comprend bien que tu as commencé dans Notion pour arriver sur quelque chose de plus complexe, mais du coup, quelle est l'application qui est le meilleur exemple d'un peu de la complexité? C'est-à-dire que tu as commencé par un truc qui était simple et aujourd'hui, en gros, qu'est-ce que tu as construit comme suite d'applications dans le cadre de ce cabinet? Eh ben, dans le cadre de ce cabinet, donc c'est un cabinet de recrutement et d'évaluation de dirigeants. Il y a une quarantaine de personnes maintenant. Le premier sujet, c'était le suivi des missions. Donc moi, j'étais parti sur un Notion là-dessus. Le deuxième a été assez rapidement le suivi des profils, en fait, que ce soit des candidats, que ce soit des personnes coachées, que ce soit des clients. Le suivi ensuite des sociétés clientes. Et déjà, ça faisait 3 bases de données un peu basique, qui était une base de projet, une base de compagnie, une base de people, qui devaient communiquer ensemble. Et une fois qu'on est parti de là, on avait une base à peu près saine et on a pu rajouter des briques avec de la facturation, de la refacturation de frais, avec du suivi commercial, avec du suivi budgétaire, et ensuite, une fois qu'on a donc eu toute cette donnée qui était propre, qui était structurée, qui était bien organisée, ça a permis d'automatiser des rapports. Tout bêtement. Et c'est là que les gains de productivité se font voir énormément. C'est-à-dire que, au-delà d'éviter des doubles saisies, d'avoir de l'information qui se perd, le fait d'avoir tout à un endroit fait que, une fois que ta donnée est bien structurée, tu peux la ressortir de la manière que tu veux. Alors, ça m'amène 2 questions. Combien ça fait de projets? Le premier, c'était suivi de projet. Ton tout premier outil, c'était un suivi de projet. Oui. Voilà. Et là, tu es allé jusqu'à la facturation, tu es allé au reporting, et globalement, aujourd'hui, ce cabinet, il tourne grâce à tes outils. Combien ça fait d'outils en tout, si tu regardes? Maintenant, aujourd'hui, c'est un gros outil, mais c'est l'accumulation de combien d'outils? C'est l'accumulation, il y en avait 3 principaux avant. Un sur le suivi des candidats, un sur la facturation, un sur le suivi des missions, et autant d'Excel que d'usage, en fait. Et le vrai but de ce projet qui était dans le temps long, c'était petit à petit, on supprime les Excel. Parce que des Excel, tout le monde les modifie n'importe comment, déjà. Ouais. On les change d'une année sur l'autre, donc il n'y a aucune capitalisation sur ce qui a été fait. Et personne s'y retrouve. Ouais. Et donc, aujourd'hui, tu as 10 outils qui sont interconnectés? J'en ai que 2. D'accord.
En fait, aujourd'hui, j'ai un bac Ouais. qui va me faire toutes les logiques. Donc tout ce qui tourne, ça va faire la facturation, le suivi des projets, l'extraction des données pour la génération des rapports. Et j'ai un front qui est l'interface utilisateur sur lequel tu vas pouvoir avoir tes dashboards, tes suivis de mission, tes filtres, tes recherches. Et vraiment, l'idée, c'est en n'ayant que 2 outils, c'est d'avoir la capacité d'utiliser en fait les 10 ans d'historique de la boîte dans ton quotidien. Ah ouais, donc en fait, il n'y a plus qu'un outil pour une dizaine, ou voire même maintenant, tu es presque plus capable peut-être de compter le nombre de cas d'usage. Si on part du suivi projet de la facturation, qui pour moi sont 2 cas d'usage, aujourd'hui, en fait, il y a tout. Donc ça peut même plus... Tu vois, enfin, on a monté, c'était un besoin qui n'était pas prioritaire au départ, parce qu'ils en organisent peut-être 4 par an, des événements. On a monté un petit module de suivi d'événements pour suivre les invités, générer les enveloppes quand ce sont des invitations par la poste. Pierre et voilà. enveloppes, c'est une longue histoire. On pourrait faire un podcast entier sur ce sujet, mais je vois très bien. Ouais. Et alors, donc, c'est-à-dire que chaque nouvelle fonctionnalité, aujourd'hui, parce que le cœur de la machine est bien pensé, te prend marginalement beaucoup moins de temps. C'est-à-dire que tu as pu rajouter des fonctionnalités au-dessus d'un core engine, puisque tu as une base en back et un résultat en front. Du coup, aujourd'hui, virtuellement, tu peux tout développer. Tu peux à peu près tout faire. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que une fois qu'on a pris le temps de bien structurer notre donnée, aussi de regarder là où on l'avait peut-être pas très bien structuré au début, on a pu plugger d'autres outils. Donc, on a plugué de l'intelligence artificielle pour que ça nettoie les données quand on fait des imports depuis LinkedIn de manière automatique. On a plugué d'autres outils sur de l'intégration de rapports, mais qui sont rien du tout en fait par rapport au départ. Ça fait 4% du boulot et le reste est fait uniquement sur 2 outils. Et alors forcément, la prochaine question, c'est même si c'est des gens qui ont des jobs différents, comment tu peux calculer le temps gagné, on va dire, d'un consultant moyen? Parce qu'on peut parler du temps gagné par les admins, les fonctions support, qui doit être gigantesque, mais même sur un consultant qui a un peu le core business d'un cabinet de conseil, je sais pas, ses timesheets ou sa facturation, tu peux dire, j'ai fait gagner par semaine tant d'heures, voire tant de jours par consultant? Alors, au niveau de la boîte, il y a un outil de mesure qui est assez basique, qui est le temps de génération d'un rapport. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois que le consultant a son rapport qui est tout prêt, il n'a plus qu'à mettre sa matière, qui sont 2-3 pages à écrire, et bien déjà, il a peut-être gagné 1 heure, 2 heures, 3 heures, suivant la manière dont les rapports étaient templétisés. Rapport, c'est des rapports de mission une fois qu'elles sont terminées, ou c'est des rapports sur des candidats? Il y a les deux. Il y a des rapports sur des candidats où dans ce cas-là, c'est le consultant encore, enfin pour le moment encore, qui va écrire sa matière. Et il y a des rapports de présentation des candidats et où là, dans ce cas-là, c'est des informations assez statiques où le temps de génération est passé de 4 heures à 5 minutes. Ouais, donc, ça, c'est un point. Et le deuxième point, c'est surtout sur le temps de recherche de candidats, vu que pour le cas d'un cabinet de recrutement, on est quand même sur un métier de relation où le but, c'est de capitaliser d'une mission sur l'autre. Donc, une fois, si tu as vu un bon candidat sur une mission, le jour où tu as une nouvelle mission qui est similaire, qui rattaque, il faut que tu puisses le retrouver tout de suite, savoir qui lui a parlé, à quel moment, ce qui s'est dit. Et en fait, tu peux lancer tes missions beaucoup plus rapidement dans ce cas-là. Oui, parce que tout le temps en amont de recherche, il est automatisé lui aussi. Il est déjà fait. En grande partie, quoi. Il est déjà fait. Tu fais une recherche dans la base, tu vois, enfin, en fait, tout simplement en croisant toutes les données qu'on a structurées au temps 1. Et donc, ça me fait presque peur pour certaines des boîtes, notamment dans lesquelles j'ai investi. Et puis, pour la petite histoire, j'ai encore rencontré hier une HRTech. On peut aussi faire tout un épisode sur les HRTech, et certaines en particulier. Mais ce que tu as fait, c'est ni plus ni moins que de créer un SaaS personnalisé à cette entreprise. Oui, c'est ça. Mais en fait, en se concentrant sur les 10% de fonctionnalités qu'ils utilisaient au départ dans le SaaS qu'ils avaient, et par contre, en les ponçant, pour filer la métaphore... du bricolage. Du bricolage, en les ponçant énormément, c'est-à-dire en se posant la question de chaque nomenclature, de chaque statut de candidat, de chaque suivi, mais en gardant une interface en fait ultra simple, parce qu'on n'a pas tant de critères que ça qui sont pertinents. Mais je suppose que ce qui compte le plus pour, in fine, pouvoir ajouter notamment l'outil pour faire des enveloppes et le suivi des événements, c'est quand même la structure de la donnée.
C'est l'essentiel. C'est la base du truc. Donc, tu es capable de recréer virtuellement beaucoup de choses. Alors, après, on parle d'un cabinet de 50 personnes. On ne parle pas d'un outil qui reçoit des millions de requêtes à la minute. Mais à partir du moment où tu penses bien tes bases de données au départ, les applicatifs que tu mets dessus, toi, tu dis on peut aller jusqu'à 100% des tâches automatisables, quoi. Oui, ou 95. 95. Okay. Mais j'enlève pas l'intelligence relationnelle et les choses qui font que le business marche. Mais en fait, à partir du moment où tu as signé une mission, l'ensemble des tâches qui vont de la mission à l'envoi de la confirmation du recrutement du candidat, toutes les tâches opérationnelles sont dans ton outil. En tout cas, nous, on n'a pas encore passé l'étape de l'automatisation parce que ils veulent garder la relation intuitée personnée avec les candidats, avec les clients. Par contre, tout l'historique est conservé, est présent et surtout est accessible de manière ultra simple. Et le fait d'avoir lié ça, notamment avec tout le suivi budgétaire et la facturation, fait que tu sais au final si un candidat est devenu un client parce que la relation s'est développée. Tu sais si un client n'est plus vraiment un client malgré tous tes efforts. Et donc, il faut peut-être arrêter de persévérer. Et c'est vraiment cette historique-là qui crée la valeur. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans ce milieu, il y a des sujets comme, par exemple, les candidats qui n'ont pas été retenus, le temps passé sur des missions qui n'ont pas été signées, qui est considéré comme du temps perdu, en partie à cause des outils. Ce que j'entends par là, c'est que tu as 4 candidats, tu en places un, les 3 autres, ils restent dans un fichier Excel et on dit c'est vraiment dommage parce que je l'aimais bien, mais bon, l'autre a gagné, quoi. Et en fait, il y a une valeur intrinsèque à côté de laquelle on passait, un peu pour des raisons technologiques ou même de conviction. Oui, ou de mémoire ou de conviction de se dire en fait les outils vont nous aider. Mais donc c'est-à-dire que chaque élément, notamment dans les cabinets de conseil, chaque élément un peu signaux faibles et informels sont de la valeur cachée. Et là-dessus, moi on en a déjà parlé pas mal de fois. Tu as fait un truc sur les déjeuners, non? Un truc sur les suivis de déjeuners, les suivis de rencontres. Oui, on a monté, pareil, parce que c'était dans un fichier Excel qui était supprimé d'une réunion de BD sur l'autre. On a monté un petit module qui est tout bête, en fait, qui te permet, quand tu as des rendez-vous de BD, donc donc des vrais rendez-vous, pas des calls de 2 minutes, en fait, de le noter, de le lier à la personne qui est dans la base, ce qui permet que tout le monde est au courant de Anne-Marie qui a déjeuné avec Christophe à telle date et qui sait ceux qui se sont dit de manière très très courte ou si la personne n'a pas rempli de commentaires. En tout cas, elle sait qu'elle peut aller lui poser la question. C'est marrant parce que tu modélises les relations humaines dans ce cadre-là, quoi. Qui est la base en fait, de ce qui fait un cabinet, je pense, plus performant qu'un autre, c'est de savoir vraiment leverager les relations humaines. Et c'est ce qui est la base d'un cabinet de conseil, où en fait, c'est pour ça que des personnes deviennent partenaires. C'est parce qu'elles ramènent du business, et elles ramènent du business par leurs relations. Ouais. Mais là, tu amènes à un autre niveau qui, je pense, peut encore être aujourd'hui un peu contre-intuitif. On se dit, ben non, et moi, c'est ma relation, ça, c'est ma capacité à parler aux gens, à les comprendre, tout ça. Mais enfin, c'est pas parce que tu as un bon relationnel que de synthétiser ce bon relationnel dans un workflow n'a pas un effet business cumulé énorme. Et c'est ça qui m'avait intéressé quand tu m'avais parlé. C'est qu'en fait, on se dit, non mais moi je déjeune avec le mec, puis après on verra, je donne ça sur un bout de papier. En réalité, c'est pas du tout contradictoire de dire, reste quelqu'un qui est hyper sympa et qui est un bon relationnel. Mais en revanche, chacun de ces signaux-là sont de la valeur future. En fait, c'est ça qui permet de sortir de la logique de consultant individuel sur une logique d'entreprise qui construit son asset. Et en fait, son asset, ça va être tout l'historique à la fois de mission, de BD, pour que la génération de business, en fait, dépende de moins en moins des fondateurs, surtout sur des cabinets qui se lancent. Et en fait, pourquoi tu signes avec le BCG? Parce que le BCG s'appelle le BCG. Ouais. L'idée, c'est pour des boîtes qui sont un peu plus petites d'appliquer des méthodes qui se rapprochent de ces cabinets un peu historiques, quoi. C'est ça. Et du coup, bon, entre autres choses, ça justifie vraiment les notes de frais. Ou pas. Parce que si tu as 20 notes de frais sur un client qui ne signe jamais,
Là, tu mets une petite alerte. Voilà. Il y a un code couleur. Elle n'y est pas encore. Ça te donnera l'occasion d'un nouveau développement. Mais du coup, globalement, on comprend que le cabinet dont tu parles a à peu près processisé l'ensemble de ses actions grâce à du no-code, parce qu'ils n'ont pas dépensé des millions d'euros dans réinventer un SaaS qui lui-même n'aurait fait qu'une partie du boulot, comme tous les SaaS, même s'ils sont super. Mais est-ce qu'on peut tout faire du coup avec le no-code? Parce que ce qu'on retient de ce que tu viens de dire sur cette cas d'usage, c'est qu'on peut, on peut avoir l'impression qu'on peut absolument tout faire. Il y a quand même une limite, non? Alors, je dirais même qu'il y en a deux. Il y a une limite qui est le coût d'entrée pour se mettre sur du développement no-code. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas développeur, mais tout le monde peut le devenir si on prend le temps en fait de comprendre les logiques de développement qui sont derrière. Donc c'est cette première limite-là, c'est-à-dire que ça va pas être un outil magique, c'est pas un SaaS où on dit que ça va répondre à tous tes problèmes, parce que justement il y a un temps de conception en fait qui est assez fondamental. Ouais. Ce qu'on disait tout à l'heure sur Ouais. les bases de données. C'est ça. C'est notamment un des exemples, c'est que tu peux effectivement créer un compte sur Stacker ou sur Bubble dans la minute. En revanche, on va à un moment donné te dire ouais, mais quelles sont tes données, comment sont-elles censées interagir plus tard? Entre elles. Ouais. Donc le problématique, il y a quand même une barrière à l'entrée d'état d'esprit et de capacité à projeter ton futur outil. c'est ça. Là où le no-code en fait va beaucoup t'aider, c'est que moi sur mes missions, je passe à peu près 50% de mon temps sur de la conception et 50% sur du développement. Ce qui, avec du développement classique, serait pas du tout dans les mêmes ratios, dans le sens où il y aurait un temps de développement beaucoup plus important. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que je dirais qu'on peut faire 90% des choses en no-code maintenant, une fois qu'on a bien pensé ces bases de données. C'est-à-dire qu'on va pouvoir monter un MVP, on va pouvoir monter des marketplaces, on va pouvoir monter des ERP pour des cabinets, je pense, jusqu'à 200, jusqu'à 1000, jusqu'à 2000 consultants. On ne va pas encore monter une mutuelle. Ouais. Voilà. Ouais, c'est-à-dire qu'après, c'est quand même une fonction du volume. Et que si tu as beaucoup de volume et des bases de données avec des millions et des millions d'entrées, là, le no-code arrive à ses limites. Oui. Et donc, c'est dans l'exemple de ton cabinet, j'imagine que tant qu'ils sont jusqu'à 200 consultants, ça passe. Au-delà, il y a la chance de pouvoir capitaliser sur tout ce qui a été construit pour créer des vrais outils. Mais peut-être et même, encore, en voyant des cabinets plus gros qui sont partis sur du développement classique en montant leurs propres outils, des fois, ils n'étaient pas très bien conçus au départ et ça peut vite devenir un bourbier. Ouais. Parce qu'on revient sur le point qu'à mon avis, qui fait que tes clients et ce cabinet ont la chance de t'avoir, c'est que tu comprends que tout se joue à la conception de la structure de l'information. Et pour moi, mon expérience plutôt B2C, notamment chez Iligo, quand tu crées de la legacy, à un moment donné, tu as beau avoir les meilleures intentions du monde, tu es obligé de mettre des rustines un peu partout, quoi. Et toi, en fait, tu essaies de faire en sorte qu'à terme, on ait le minimum de rustines à mettre. Je pense qu'en partie, le no-code te permet aussi de refaire la roue. Oui, de revenir dessus assez facilement. Et ça, c'est clairement ce qui va donner la pérennité au produit. Mais on comprend qu'on ne peut pas aller jusqu'à effectivement remonter Facebook avec du no-code. En revanche, si tu devais demain parler, ou tout de suite parler, disons, avec un cadre régénère qui a un peu d'expérience, mais qui, bon, c'est jamais vraiment non plus complètement collé à ces outils, et qui dit, allez, ça y est, je vais lancer mon MVP avec du no-code. C'est quoi ton conseil, notamment en termes d'outils et en termes de processus de fabrication que tu lui donnerais? Alors, les deux sont liés. En termes d'outils, c'est de choisir les bons outils dès le départ. Moi, j'en ai deux que j'utilise. En fait, j'utilise que ces deux-là qui sont Xano pour le back et WeWeb pour le front, qui me permettent de tout faire. Et si je suis limité en no-code, je travaille avec un développeur qui me monte les scripts que je peux intégrer sur ces outils-là. Ça, c'est en termes de choix d'outils, mais c'est pas fondamental. Pour moi, ce qui est fondamental, c'est vraiment en termes de posture, c'est de se dire qu'on va y aller progressivement. C'est-à-dire qu'on va choisir un cas d'usage, un besoin initial qu'on va formaliser, qui va pas être très complexe forcément au départ. Généralement, tu as un peu l'impression, quand tu arrives devant ta boîte, tu es un peu devant l'Himalaya en parka. Ouais. Et en fait, une fois que tu décomposes les sujets, au final, suivre des missions de recrutement,
c'est pas très compliqué, hein. Il y a Ouais. des candidats qui sont sur des missions, qui ont des statuts, et on prend des notes Sur sur chacun chacun des des candidats. Donc, de vraiment prendre les sujets un par un et d'y aller progressivement. C'est-à-dire qu'une fois que le premier sujet aura été bien cerné, on peut le développer. Ça va aller assez vite au final. Ça va permettre, quand on va s'attaquer au deuxième sujet, d'avoir du recul, de savoir ce qu'on a mal fait sur le premier sujet, de prendre en compte les retours d'expérience des utilisateurs et surtout, une fois qu'on a des sujets un peu plus complexes, d'avoir une donnée en fait qui est déjà bien structurée, ce qui va permettre de pouvoir traiter ces sujets. Parce que si ta donnée au départ Foireuse. elle est un peu merdique, Ouais. tu pourras jamais rien sortir. Donc ça sert à rien de vouloir tout automatiser dès le départ si t'as pas déjà une donnée propre. Une donnée qui marche sur un petit cas d'usage et qui soit fonctionnel pour ensuite voilà, progresser. En fait, finalement, c'est un peu comme un sport, c'est un peu comme beaucoup de disciplines. C'est que tu commences petit. C'est-à-dire que voilà, je vais faire une métaphore vraiment pourrave, mais si tu veux faire un triathlon, ne commence pas l'entraînement le jour de la compétition, quoi. Finalement, c'est toujours C'est un peu ça. C'est commence par courir et puis faire un peu de nage, un peu tout ça, mais on a beau en rire, enfin, même si on n'est pas en train de pleurer de rire non plus, mais c'est forcément un peu contre-intuitif parce qu'on voit toujours ces produits comme étant un tout qui marche. Et c'est un peu ce qui fait succéder ça. C'est qu'on Oui. on dit c'est magique. Mais au contraire, il faut déconstruire un peu son intuition en disant non, arrête-toi sur le premier cas d'usage. Ça peut être. Ça peut être un fichier Excel. Ouais. C'est tout bête. Ça peut être un fichier Excel qui te permet de suivre tes missions, ton staffing. Et ben en fait, ça, tu peux l'intégrer dans du no-code. Derrière, tu vas monter les cas d'usage suivants. La facturation, généralement, qui peut être un peu plus complexe suivant les boîtes, va arriver en troisième position parce que de toute façon, pendant ce temps-là, toutes les boîtes gèrent leur facturation. Ça veut dire qu'elle est gérée par ailleurs. Donc, c'est Oui. pas si urgent de le faire maintenant. Ah oui, mais complètement. Et puis ce qui est. Parce que je connais un peu le sujet des cabinets de conseil, ce qui est aussi un peu contre-intuitif dans la manière dont on organisé ces cabinets qui sont tes clients, c'est qu'ils n'ont pas souvent le temps de prendre le recul sur ce qu'ils pourraient organiser structurellement, mais aussi parce qu'ils ont peut-être ce tort de se dire mais si je prends le recul, c'est pour transformer toute la machine. Et donc, moi, j'imagine que les cabinets avec lesquels tu travailles, tu commences toujours en disant un outil, un truc, le suivi des rendez-vous, le machin, pour leur donner la perspective que toi, tu sais être réalisable, mais qu'ils n'ont pas forcément la possibilité de matérialiser dans leur esprit. Je les connais parce qu'en fait, ils courent derrière un client, ils courent derrière un truc, ils courent derrière un document, et puis en fait, jamais ils n'aboutissent, sauf s'ils disent stop, un cas d'usage. Il y a ce paramètre-là et il y a le fait de travailler avec les fonctions support en cabinet qui en fait souvent sont pas très nombreuses, qui interviennent avec tout le monde. S'il y a plusieurs métiers, ils vont intervenir avec tous les consultants, donc il n'y aura pas de mon sujet est plus important que celui des copains. Donc ça, pour moi, c'est un point qui a été assez fondamental dans la facilité de développement de l'outil. Et l'autre point, c'est d'avoir les associés qui sont derrière et qui croient au projet et qui croient en fait, qui ont la vision globale de, on est un cabinet, en tout cas moi dans le cas de mon client, où on veut faire travailler tous les métiers ensemble. Et concrètement, pour faire travailler tous les métiers ensemble, il faut les mettre sur un seul outil. Ouais. Et est-ce que, selon toi, et pour finir sur ce point, est-ce que tu penses que tout le monde est capable de faire du no-code? Absolument tout le monde? Ou tu crois qu'il faut quand même le réserver à un certain nombre de gens ou avoir un certain état d'esprit? Je pense qu'il faut avoir un certain état d'esprit, dans le sens où c'est quand même des exercices pratiques où ça demande de la logique, ça demande un peu de ténacité pour ne pas laisser sa fonction en fait qui ne marche pas au bout de 2 minutes en se disant que de toute façon c'est pas grave, donc c'est de la résolution de bugs. Je pense vraiment que l'état d'esprit est similaire à celui que peut avoir un développeur. Par contre, le truc qui est génial en no-code, c'est que ça permet de faire à la fois la partie produit, donc la partie conception, et la partie développement. Et donc d'avoir une vue d'ensemble de la chaîne de valeur et d'intervenir sur tous les sujets. Donc, c'est marrant, tu dresses un anti-portrait d'une des personnes dans cette pièce. La ténacité, la patience et la capacité à avoir quand même une vue d'ensemble pour pouvoir se guider vers ce qu'on veut résoudre, quoi. Ouais, c'est ça.
Génial. Bah, je pense qu'on a les recettes pour demain se mettre au no-code, sauf ceux qui n'ont pas de ténacité. Mais bon, ça, on en parlera dans probablement 2 épisodes. Merci infiniment Pierre. C'était Merci, très Guillaume. clair. Et ben à nos outils. Ça marche.